Aujourd'hui, tu as un top 5, tu n'auras pas du tout les mêmes opportunités que si tu étais dans le top 15. Au concours 18 HEC, 15 à l'oral. Bon voilà, tous ces éléments font aujourd'hui qu'on accompagne des étudiants qui intègrent des très bonnes écoles, 92% dans le top 5. Je suis passé de 1 à 17 en maths. Si j'avais fait 2 années comme la troisième année, HEC, je dis pas que c'est facile, mais... Bienvenue dans ce 19e épisode de Virage Prépa, le média dédié aux écoles de commerce et également au CPGE. On est également évidemment une prépa complémentaire, donc on aide les étudiants à intégrer au minimum le top 5 des grandes écoles de commerce françaises, également d'ingénieurs. Donc si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à nous écrire. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial. C'est un étudiant donc qui bicarre sur l'ESSEC, donc qui a été admis à l'ESSEC l'année dernière et qui décide donc de refaire une année de prépa, une 4e année de prépa, pour absolument avoir HEC. Donc aujourd'hui, c'est un honneur honnêtement de t'avoir parmi nous et je suis sûr à 100% que les étudiants vont aimer cet épisode qui est vraiment spécial pour le coup. Je te laisse te présenter rapidement, dire un peu ta situation pour expliquer aux personnes qui nous regardent. Ah, c'est un honneur aussi d'être invité à ce podcast. Donc, je suis Tristan, né à Verdun. J'ai fait 2 années de classe préparatoire du côté de Nancy. Ensuite, on m'a exclu, on m'a pas reconduit pour une 3e année que je voulais faire, faute de résultats. Ce qui m'a amené au lycée où j'ai progressé énormément, en prenant énormément aussi de cours particuliers, qui m'ont permis de passer de 7 à plus de 15 au concours entre la 2e et la 3e année. Et finalement, à l'issue des concours et à l'issue des oraux, je suis passé à 100 places d'HEC. J'ai remonté de 200 places, passant de la 700e à la 500e position, mais ils prennent les 400 premiers et je n'en fais pas partie. Ok. Du coup, là, cette année, tu es à Grenoble, c'est ça? Cette année, je bicarre sur Grenoble, donc au lycée. Ok. Qui t'ont donc du coup accepté après 3 années déjà de prépa. Oui. Ok. Bon, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a la chance, entre guillemets, d'interviewer quelqu'un comme toi. Honnêtement, je pense que j'en ai jamais vu. Donc du coup, toi, c'est absolument HEC, je suppose, si tu en es là aujourd'hui. En refusant l'ESSEC, il n'y a pas tellement d'autres choix si on veut rester dans les écoles de commerce que d'avoir HEC. Ok. Bah écoute, première question, pourquoi que HEC? Pourquoi que HEC? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est une raison financière. C'est-à-dire que en classe préparatoire, j'ai parlé à énormément de monde, puisque j'ai fait, là c'est ma 4e année, j'ai parlé à énormément de monde du fait de QB, et donc a fortiori de bicarré. Et ça représente pour beaucoup une forme de souffrance, la prépa, ce qui est dommage. Et donc, aller en école de commerce, c'est la porte de sortie presque irrationnelle qu'on choisit. Pourtant, quand on regarde le classement des écoles de commerce et les salaires qui sont retenus, on s'aperçoit que entre la première et la 2e école, HEC et l'ESSEC, il y a 15 000 € annuels en sortie, sans doute plus après. 15 000 €, c'est sur une année. On multiplie ça par 40 ans, ça fait 600 000 €. Je me pose la question, est-ce que j'ai envie de prendre le risque? Est-ce que j'ai envie de travailler pour maintenir mon niveau et m'améliorer évidemment pour avoir HEC? La réponse est oui. Et donc, on est là aujourd'hui. Je suis ici. Ok. Ok. C'est vrai que c'est une très belle philosophie et vraiment pour le coup, c'est sincère et c'est vraiment en ton honneur d'avoir quelqu'un comme toi aujourd'hui qui a cette mentalité-là et qui a cette réflexion-là. Parce que je pense que sur tous les étudiants qu'il y a par an, à peu près 10 000 étudiants, je pense que pas beaucoup ne réfléchissent comme ça. Qu'est-ce que tes professeurs ils t'ont dit du coup durant la 3e année, quand tu avais été admis à l'ESSEC et que tu leur as expliqué que tu voulais encore recommencer une année? Alors, avec eux, j'ai une intelligence à géométrie variable suivant que je sois d'accord ou non avec. C'est-à-dire que pendant toute la première année, lorsque j'assistais à tous les cours, j'étais exceptionnel. C'est exceptionnel d'avoir quelqu'un comme ça
Finalement, je suis plus venu dans la deuxième partie. J'étais le cancre de la prépa. J'ai eu HEC en admissibilité. Je suis redevenu numéro 1 dans leur tête. J'ai refusé l'ESSEC et j'étais celui qui prenait les pires décisions. Donc, a priori, ils étaient plutôt en désaccord avec cette décision, qu'ils trouvaient pour le coup irrationnelle. Je parlais d'irrationalité tout à l'heure pour les étudiants qui allaient en école de commerce, mais on est en désaccord là-dessus sur qu'est-ce qui est rationnel ou non. Et donc toi, aujourd'hui, honnêtement, tu comprends absolument pas leurs décisions à eux? Je comprends complètement parce que j'ai l'ESSEC. J'ai assigné sur SIGEM et c'est fini. Le parcours s'arrête, j'ai ma vie qui est tracée. Je parle de 600 000 euros d'écart entre HEC et l'ESSEC. Mais ça, c'est si on a une probabilité de 100% d'aller à HEC. Moi, j'ai pas 100% de chance d'aller à HEC si je suis malade, si je me casse le bras, si j'ai tout un tas de problèmes. Donc, cette année, c'est soit j'ai HEC, soit je me casse le bras et j'ai rien. Et peut-être qu'ils se disent, bon, c'est un peu moins risqué d'avoir l'ESSEC, ce qui n'est pas si mal. C'est sûr. C'est sûr. Et qu'est-ce que, par rapport à ta famille maintenant, j'avoue, c'est intéressant, je pense. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont pas spécialement au courant de tous les détails du classement, etc. Ils sont pas vraiment dans le système prépa. Je leur ai dit que je passais tous les euros. Ils ont été assez surpris de me revoir faire une quatrième année à Grenoble. Mais ça n'a pas beaucoup d'incidence. J'ai la chance d'être plutôt libre Ok, ouais. de ce point de vue-là. Là, c'est vraiment libre pour le coup, là. Là, oui, c'est très libre. Oui. Parce que Pas plus mal. ça dépend de chaque personne, mais je veux dire, normalement, voilà, tes parents, ils savent que tu es en prépa, ils savent quand même, je pense, au bout que tu vas intégrer une école. Oui. Ils ont bien dû te demander qu'est-ce que tu avais eu comme résultat peut-être, et de leur dire, bah, j'ai eu la deuxième école, ce qui est déjà excellent. Mais en fait, je veux la première, donc je recommence. Je pense, voilà. Après, s'ils sont en dehors de ça, tant mieux pour toi, entre guillemets, quasiment, parce que toi, tu es sûr de tes choix. Et tu as raison de ça, d'ailleurs, hein, c'est tout en ton honneur. D'un point de vue extérieur, et je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui aussi se diront que c'est vrai que c'est pas une décision classique, on va dire. Honnêtement, je respecte vraiment, vraiment ta décision et bravo à toi. Et vraiment, je croise les doigts pour le coup pour que tu aies HEC. Parce que je pense que tu le mérites amplement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon toi, que tu n'as pas eu HEC? La première raison, mais on va pas accuser le système trop longtemps non plus, il y a le point de pénalité qui est pour les cubes. Sans le point de pénalité, tu aurais eu HEC? J'aurais été, je crois, entre 100 et 150 à l'issue des oraux, donc assez largement. Ça peut être une raison. À vrai dire, j'aurais pu passer outre le point de pénalité si seulement on m'avait autorisé en deuxième année à accomplir le projet que j'avais. À la fin de la première année, je savais que je voulais HEC, mais je savais que je pouvais pas l'avoir en 2 ans. J'étais pas assez bon à ce moment-là. Et donc, j'ai eu une idée, c'est d'avoir HEC en 3 ans. Le problème, c'est que j'étais au courant du point de pénalité qui venait à ce moment-là de rajouter. Et donc, avec une autre personne qui s'appelle Ernest, je lui ai proposé de faire quelque chose qu'il a accepté. C'est plusieurs choses. 1, sécher les cours de lettres et de philo, car le thème change en deuxième année, pour mieux reprendre en troisième année. 2, passer les concours, partir à l'étranger pendant les concours, et ne pas avoir le point de pénalité à HEC. Attends. Donc, c'était passer les concours en deuxième année? Non, ne pas les passer. Enfin, ne passer, pas les passer. Oui, quand je dis passer, parce que bon, Oui, ok. Ouais, Donc, survoler. pas faire les concours. Et du coup, si tu fais pas les concours, t'es pas considéré comme quelqu'un forcément qui les a passés, donc il n'y a pas de point de pénalité. Il n'y a pas de point de pénalité. Ah et ouais. donc, revenir encore plus fort en troisième année, Ouais. en ayant travaillé en deuxième année tout ce qui est commun à la troisième année, c'est-à-dire tout sauf le thème de l'année de culture générale. À l'époque, le monde. L'année suivante, la violence. Aujourd'hui, c'est l'image. Donc ça a été accepté par ton professeur? C'est ton professeur Ça, c'est justement parce que ça n'a pas été accepté et qu'on m'a contraint à passer les concours que j'ai passé les concours en deuxième année et que j'ai eu le point de pénalité il y a 3 mois. Et donc, finalement, que ça m'est passé. C'est une des raisons aussi. Si j'avais bossé un petit peu plus dans les 2 premières années à Nancy, ça serait passé aussi. Tu penses que tu n'aurais pas pu l'avoir HEC en 2 ans? En 2 ans, si, mais il aurait fallu que je me mette dans la mentalité prépa directement. Si j'avais fait 2 années
Comme la troisième année, HEC, je dis pas que c'est facile, mais ça aurait pu passer. Simplement, il y avait des contraintes, des barrières, je dirais, informationnelles. C'est-à-dire que je me suis posé la question seulement en troisième année de combien est-ce que ça rapportait un cours particulier. On sait combien est-ce que ça coûte, mais on ne sait pas combien est-ce que ça rapporte. Et en troisième année, j'ai fait ce calcul. Je suis parti d'un élève lambda qui arrive en deuxième année. On va dire que s'il travaille correctement, il a le M Lyon. Ça, c'est l'hypothèse de base. Voilà. S'il travaille comme un fou, avec des cours particuliers à fond, 5 heures par jour, tous les jours, de septembre à juin, 1500 heures, ça fait. On imagine qu'il a HEC. Et si jamais il fait rien du tout, on imagine qu'il a la 15e école. Comment tu calcules combien est-ce que ça rapporte d'avoir des cours particuliers? Eh ben, tu prends la différence de salaire entre HEC et la 15e école. C'est du simple double. Entre 45 000 pour la 15e école, HEC, c'est 90 000. Tu prends le nombre d'heures de cours particuliers que tu prends, donc 1500 heures, c'est le même chiffre. Tu as une division et ça te fait combien est-ce que chaque heure de cours particuliers te rapporte. Quand on fait ce calcul, on obtient 2 millions d'euros. Parce que les 45 000 euros s'accumulent année après année sur 40 ans. Et donc, après, le choix était relativement simple. C'est-à-dire que je paye 30 euros, 20 euros, 40 euros maximum un cours particulier, ça m'en rapporte plus de 1000 euros à la fin. Le choix est vite fait. La contrainte... Alors celle-là, je l'avais jamais vu dire. Fallait me la présenter avant celle-là quand même. Et donc finalement la contrainte, parce que là je dis ça comme si tout le monde avait des fonds infinis, il faut quand même emprunter. En février 2022, j'avais emprunté avec un prêt étudiant 50 000 pour mettre en bourse à l'époque, parce que le marché s'effondrait. Et donc je me suis posé la question, cet argent-là, est-ce qu'il rapporte plus en restant sur le CAC 40 ou en étant utilisé pour moi? Et le choix, voilà, encore une fois, il est vite fait. C'est 1100 euros par heure. Je fais pas, en bourse, c'est pas mieux. Donc, c'est même beaucoup moins bien. Donc, il y a eu un transfert entre la bourse en cours particulier. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup moins en bourse, mais j'ai beaucoup plus en cours particulier. Les cours particuliers que tu prends, c'était avec qui? Sans forcément dire de nom, hein, mais ouais. c'est... Non, alors c'était un système très complexe. Pour les cours particuliers, il y a une première étape, un déclencheur. Je suis à Vienne, entre la deuxième et la troisième année, pour apprendre l'allemand. Et je sors du casino de Vienne. Sur la sortie, je croise un groupe de Français que j'accoste. Ah, ça parle français ici, etc. Dans le groupe de Français, il y en avait un qui n'avait pas pris sa carte d'identité. Moi, je sortais du casino, lui voulait rentrer. Donc, je lui dis, viens ici, on va dehors. Je lui file ma carte d'identité. Je lui dis, moi, je vais faire un tour, tu me la rends dans 1 heure, tu vas t'amuser, faire de la roulette, etc. Il revient et je lui dis, en fait, tu fais quoi, toi qu'est-ce que tu fais, ton parcours, etc. Il me dit, je suis à l'ESSEC. Et je suis à Paris. Moi, je savais que j'allais à Paris l'année d'après, en septembre. Je lui ai dit, est-ce que tu veux donner des cours? Il m'a dit oui. On a fait 10 heures de cours particuliers par semaine sur un tableau blanc chez moi, feutre, etc. Les mêmes conditions qu'au concours qu'on passe à HEC. Il n'y a quasiment rien qui change à part l'élève. Lui, il avait la correction derrière. Moi, j'étais là. Et on n'a pas fait ça avec toutes les matières, mais j'avais par semaine à peu près peut-être 20 heures de cours particuliers en tout. Et à chaque vacances, je partais à Vienne, chez 2 familles, une anglaise, une allemande, où je bossais à fond les langues. Et donc, ça fait qu'au total, sur toute la troisième année, on atteint, alors je n'ai pas fait le calcul, mais 20 heures par semaine pendant 40 semaines. Ça fait 800 heures de cours particuliers à peu près, peut-être même 1000 en comptant les oraux. Il y avait 3 profs d'économie, 3 profs de maths, 2 profs d'anglais, une prof d'allemand. Il n'y a que finalement en philosophie et en lettres qu'il n'y avait pas de cours. Qu'est-ce qui fait que tu prends des cours particuliers? Parce que bon, forcément, aujourd'hui, cette question, elle nous intéresse aussi à nous qui sommes Virage Prépa, une prépa complémentaire en ligne, où on aide les étudiants à intégrer, comme j'ai dit au début de cette vidéo, le minimum le top 5.
Nous, on a conscience forcément de l'importance des cours particuliers. Si on a créé Virage Prépa il y a quelques années, c'est pour ça et pour ce que tu dis. Donc, c'est extrêmement intéressant de t'avoir encore plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est oui. Pourquoi, quel est le déclencheur qui t'a permis d'avoir cette démarche-là intellectuelle en te disant vaut mieux mettre de l'argent dans les cours particuliers que ailleurs, tu vois? Bah, tout simplement en faisant le calcul. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Il faut tout ramener, parce on a différentes données qu'on peut analyser, mais c'est compliqué de comparer les choux et les carottes. Donc il faut tout ramener à l'argent. C'est beaucoup plus simple, c'est assez mal vu aujourd'hui, notamment en France. Mais il faut se poser la question pour savoir si on fait, par exemple, je suis le soir à 18h. Est-ce que je fais 1 heure de maths ou est-ce que je joue aux jeux vidéo pendant 1 heure? Ça, c'est un dilemme que énormément de personnes ont, beaucoup plus d'ailleurs au lycée qu'en prépa, parce qu'en prépa, on préfère faire des maths, mais ça existe toujours. Et pour comparer les deux, c'est compliqué. Et la question qu'on doit se poser, c'est combien est-ce que ça me rapporte de travailler 1 heure? Donc j'ai dit 1 000 euros pour le cas là. Et la deuxième question, est-ce que je préfère recevoir 1 000 euros en travaillant ou faire du foot ou jouer à FIFA, etc. Franchement, j'étais dans une prépa l'année dernière, il n'y avait aucune personne qui travaillait et ça discutait tout le temps d'ailleurs du fait que les classements étaient faits à l'avance, que ça dépendait plus de la prépa dans laquelle tu arrivais qu'autre chose, mais sauf que ça répétait ça tout le temps, tous les midis, pendant que moi j'étais en train de travailler justement de remonter du classement, de passer de 8 à 15. Ils n'étaient pas bien moins forts que moi au début de l'année, mais ils le sont devenus. Donc il faut arrêter de croire que c'est prédestiné, etc. Et donc, le choix se fait assez rapidement. Si tu demandes à ces personnes-là, est-ce que tu es prêt à faire un travail pour moi pour 1 000 euros? Ils disent oui à tout. Et faire des maths, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué physiquement. Donc voilà, en microéconomie, c'est la science de l'arbitrage. Et ben là, on fait de la microéconomie concrète. Pour une fois, on a quelque chose en économie qu'on apprend en cours qui nous sert dans la réalité. Et ben ça rend-nous-en. Ok, effectivement. C'est vrai que perçu comme ça, c'est assez simple à expliquer. Non, franchement, j'avoue que ce que tu dis, c'est en gros, c'est un peu plus dans les détails que nous, ce qu'on explique aux étudiants, hein, mais en soi, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux intégrer un top 5, encore plus un top 3 évidemment, pour nous, en tant que Virage Prépa, bien qu'on accompagne des étudiants qui sont dans des très grands lycées parisiens aussi, hein, plus de 30%, c'est les étudiants dans les grands lycées. Pour nous, aujourd'hui, si tu n'es pas dans un très très grand lycée parisien, c'est très très compliqué d'avoir accès au top 3, au top 5, de manière autonome, encore une fois. C'est pour ça qu'on a décidé de faire Virage Prépa, parce qu'on s'en est rendu compte, les personnes qui ont lancé Virage Prépa, notamment moi, hein. Moi, j'ai bien vu que beaucoup d'étudiants étaient en difficulté, que beaucoup d'étudiants ne savent pas déjà comment travailler, premièrement, alors qu'en prépa, c'est un peu la base. Et c'est pour ça qu'on a mis notamment des mentors dès les premiers jours en prépa, parce qu'à Paris, c'est ce qui se passe. Tous les étudiants, quasiment, encore une fois, hein, pas faire une généralité, mais presque, tous les étudiants qui sont dans les grands lycées à Paris ont un mentor qui leur explique comment travailler, comment s'organiser, comment la prépa, ça fonctionne. Sauf que ça, les étudiants dans les lycées moyens ne le savent absolument pas. Ils sont généralement perdus pendant 5, 6 mois, tu vois, et découvrent au bout de 6-7 mois comment on peut travailler en fait. Sauf que tous les autres derrière qui ont commencé dès le premier jour, ils ont 7 mois d'avance. Que 7 mois d'avance sur 2 ans. Ils avaient déjà de l'avance avant en plus, voilà. Alors voilà. ça s'accumule. Sauf que 7 mois d'avance, on va dire, sur 2 ans, même pas parce que c'est même pas 2 ans vraiment, au final, le jour du concours, on n'a pas du tout les mêmes armes, tu vois. Et ça, on s'en est rendu compte clairement. Forcément que pour nous, c'est un plaisir d'accompagner des étudiants qui sont dans les lycées parisiens, parce qu'entre guillemets, c'est plus facile. Et ce qu'on a remarqué surtout, ça c'est intéressant d'en parler, c'est que ces étudiants-là dans les grands lycées parisiens ont vraiment conscience, et c'est ce que tu disais au début, ont vraiment conscience de l'importance d'avoir un top 3. Alors que ceux dans les lycées moyens, ils arrivent en classe, ils se disent... ouais, au pire, j'ai un top 10, bon, bah, ça va être bien, je vais être en école, et après, voilà, quoi. Ouais. Sauf que derrière, t'as un top 5, t'as un top 3. On va dire le top 5, parce que c'est déjà excellent, le top 5. Hein. Même Schema, qui est une très bonne école aussi, faut pas
pas cracher dessus sur aucune des écoles d'ailleurs, mais bon, le top 6, c'est si tu regardes au niveau salaire, au niveau carrière, enfin, les opportunités de carrière, si tu regardes au niveau des stages, bah, les différences sont énormes. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on explique à chaque entretien qu'on a avec des étudiants qui veulent prendre nos cours. Bah, ça, on leur explique. On leur dit voilà, aujourd'hui, tu as un top 5, même avec Schema aussi, tu n'auras pas du tout les mêmes opportunités que si tu étais dans le top 15. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Et les chiffres le montrent clairement. Donc, moi, ta démarche, forcément que je la comprends totalement. Et aujourd'hui, il n'y a pas mieux que d'investir sur soi-même. Et c'est ce que je dis aussi aux parents. C'est, voilà, vos enfants, ils sont dans des prépas. Ils ont déjà de la chance d'être en prépa. Parce que moi, je trouve que c'est une chance d'être en prépa aujourd'hui. Mais si vous pouvez les aider encore plus derrière à décrocher une très grande école, grâce à des cours par des personnes comme toi. Nos professeurs à nous, en gros, pour résumer, sont des anciens étudiants de prépa qui ont intégré un top 3, qui ont obtenu d'excellentes notes. Et ben, voilà, c'est une personne comme toi, que en soi, tu as obtenu le top 3. De lier les profs traditionnels, on va dire, profs classiques, qui sont agrégés, etc., du lycée, mais en plus d'avoir des profs particuliers comme toi, comme des personnes qui sont passées par HEC, etc., il n'y a pas mieux. Et pour moi, c'est ça la réussite aujourd'hui. Oui, la majorité des profs ne sont pas passés par prépa parce qu'ils se spécialisent dans un domaine. Donc, quand tu fais économie, tu fais une fac d'économie. Quand tu fais des maths, tu peux faire une prépa scientifique, mais tu peux surtout faire une fac scientifique. Pareil pour les langues, etc. Donc, les profs... Moi, je pense, honnêtement, c'est pas... On peut pas mettre tous les profs dans le même panier. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons, comme dans tous les lycées, tu vois. Mais il y a un moment où si tu as la chance et si tu peux clairement mettre d'un côté les profs agrégés et d'un autre des profs classiques comme vous, comme des anciens étudiants, pour moi, c'est le combo parfait. Ouais. Que tu aies des bons profs ou des mauvais profs, tu mets les deux ensemble, ça peut faire qu'un bon mélange. Et nous, on le voit, on a des étudiants qui partent vraiment, vraiment de très, très loin. Des étudiants au Maroc, des étudiants à La Réunion, qui sont dans des prépas, le classement, on les voit même plus presque. On arrive à leur faire intégrer le top 5, c'est inespéré. Là, cette année, on a pris 4 étudiants d'un coup. Je crois que je te l'avais dit au téléphone. On a pris 4 étudiants d'un coup qui sont à la Guadeloupe. Ouais. Ce sont des étudiants qui n'ont pas intégré une seule personne dans le top 10. Les profs leur disent ça, hein. Pas une seule personne dans le top 10, je sais pas si tu imagines. Et nous, on leur a clairement dit, aujourd'hui, vous suivez à la lettre ce qu'on vous dit de faire, ce que les profs vous disent de faire. Bah, derrière, ça peut le faire. On n'a aucun doute par rapport à ça. Oui, et puis il y a tout le volet accountability. Tu as un coach personnel avec Virage Prépa, donc tu dois un petit peu lui rendre des comptes, même si c'est toujours positif, etc. Avec un prof, c'est un peu plus éloigné, un peu plus distant. C'est simple. Ouais. Aujourd'hui, on a l'offre Virage Prépa, elle est simple. Vous avez déjà des fiches de SH ou de géopolitique qui sont mises en place. Il y a des étudiants qui prennent des fiches, il y en a qui font du Anki, ça dépend. Ceux qui ne connaissent pas Anki, je vous invite à aller voir. ANKI. Déjà, tu as accès à des fiches. Ces fiches-là, elles sont faites par des professeurs à nous. La plupart sont passés... voilà, je pense à Valéria notamment, qui a fait des fiches de SH, qui est une ancienne étudiante de Janson de Sailly, qui est aujourd'hui dans une école du top 3, pareil. Pareil pour la géopolitique, c'est des fiches qui sont faites par des professeurs excellents. Vous ouvrez les fiches, vous avez tout ce qu'il faut en termes de contenu, en termes d'auteur, citation. Vous avez même des exemples d'introduction que vous pouvez apprendre, des plans par cœur aussi. Déjà, ce point-là, il est énorme. Il est vraiment énorme. Les programmes de SH, les programmes de géopolitique sont très larges, sont très vastes. Les apprendre par cœur, c'est très dur. Donc aujourd'hui, avoir clairement du contenu dans lequel vous pouvez vous dire, voilà, je me réveille, je l'apprends par cœur, je passe en call sur ça, je passe en DS sur ça. Si je connais la fiche par cœur, je peux avoir une très bonne note. Ouais. Déjà, ça, c'est du luxe. Et on parlera après du cas de Tristan, qui est un étudiant qui est passé en ESH et qui a obtenu combien au concours ? Au concours, 18 HEC, 15 à l'oral. Voilà. Bon, on parlera de ça après, de ces méthodes qui sont extrêmement intéressantes aussi pour vous. En plus de ça, vous avez accès, comme Tristan le disait, à un mentor. Ce mentor-là, c'est ce qui se passe, comme j'ai dit, dans la plupart des lycées parisiens, des très grands lycées parisiens. Le but du mentor, c'est de vous donner toutes les clés pour réussir dès les premiers jours de prépa. Si ce n'est pas le cas, même en deuxième année, hein, c'est pas trop tard. Bon, vous avez quand même un peu de retard par rapport à ça, mais ça peut se rattraper largement en 1 an. Le but du mentor, voilà, c'est de vous dire comment vous organiser, comment travailler, comment faire des fiches, bref, tout ce que vous devez savoir très rapidement. Donc lui, il est là pour ça, et en plus, il est disponible toute la semaine pour vous aider. En plus de ça, vous avez la disponibilité des professeurs.
vous aurez accès à 6 professeurs qui vous seront attitrés pour les 6 matières de prépa. Pour rappel, aujourd'hui, vous avez une offre qui est de 8 heures de cours par mois, donc 2 heures par semaine, qui peut être augmentée évidemment, de la matière de votre choix. Donc vous avez les 6 ou 7 professeurs en fonction des prépas que vous faites, CG, ECT, qui vous seront attitrés. Et chaque semaine, vous pouvez choisir la matière que vous voulez. Donc ça aussi, c'est du luxe, forcément. Si on veut intégrer aujourd'hui un top 3, un top 5, il faut être performant partout. Et ça, je pense que tu le sais aussi. Ces professeurs-là sont donc disponibles même le soir derrière pour corriger des exercices à vous, vous pouvez leur envoyer des photos, Voilà, ils sont disponibles pour vous aider, pour vous corriger. Vous avez également accès à des concours blancs qui sont organisés pendant les vacances. Ces concours blancs-là, ils sont corrigés par nos professeurs à nous également, pour vous permettre de voir qu'est-ce que c'est une correction de type lycée parisien. Parce que pour rappel, la plupart de nos professeurs sont colleurs dans les grands lycées parisiens. Donc voilà, tous ces éléments font aujourd'hui qu'on accompagne des étudiants qui intègrent des très bonnes écoles. 92% dans le top 5, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un score très très bon. Et ça passe par des personnes comme toi, par un accompagnement qui a été réfléchi, qui est personnalisé. Et tout ça fait aujourd'hui qu'on peut avoir des très bons résultats. Tout ça pour revenir au final sur ce que tu disais, l'importance de se faire accompagner. Et je pense que tu es une des premières personnes avec qui je parle vraiment, qui a cette mentalité-là, qui va aussi loin, forcément. Et pour moi, si tu réfléchis comme ça, tu peux que réussir. Après, oui, ça demande de l'argent, mais si on suit ton raisonnement... À ce propos, c'est le point que je voulais mentionner. Je parlais d'une première barrière informationnelle, parce que je ne savais pas que ça rapportait autant. Ensuite, il y a la barrière financière. Ah oui, mais sûr. celle-là, elle peut être surmontée assez facilement. Tout le monde, ici, n'importe qui, toi, moi, à partir du moment où on est étudiant, on peut aller voir la banque et demander 20 000 euros, garantis par l'État. Ces 20 000 euros, on n'est même pas obligé de les rembourser maintenant, puisque c'est un prêt étudiant. On peut avoir un délai de 5 ans pour les rembourser. Et ensuite, on commence à rembourser seulement au bout de 5 ans et pendant 5 ans. Donc ça fait 10 ans en total, mais répartis sur les 5 dernières années. Et donc, 20 000 euros de cours particuliers commence déjà à avoir pas mal. Donc c'est déjà un bon début. Et faut pas raisonner par seuil. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous ici vont regarder et vont se dire, bon, Tristan, il a fait 800 heures de cours pour avoir HEC. Moi, je peux pas me payer 800 heures de cours, donc je peux pas avoir HEC. Ce qu'il faut se dire, c'est chaque heure de cours, qu'est-ce qu'elle rapporte concrètement. Si vous passez rien que de la 15e à la 5e école, c'est déjà exceptionnel comme changement de salaire. Et comme changement de réputation d'école, de prestige, etc. Stage, etc. Oui, etc. Là, tu parles d'opportunités et stages. Tu vois, c'est ça le problème que je trouve, c'est pas assez concret. C'est beaucoup plus pragmatique de dire... Sur le salaire. Ouais, 300 euros. Au moins, ça parle à tout le monde, c'est simple. Alors que sinon, tu as comme une asymétrie d'information entre ceux qui savent qu'est-ce que ça pourrait rapporter d'avoir des meilleurs stages et ceux qui ne le savent pas. Donc au moins, salaire, 3 euros, c'est 3 euros partout en France, partout en Europe maintenant. Donc ça change pas grand-chose. Et donc, vous pouvez prendre votre vie en main, vous qui regardez ici, en empruntant directement. Vous n'avez même pas besoin de l'autorisation de vos parents. Et c'est votre responsabilité de le faire. Et celle de personne d'autre. Il ne faut pas se dédouaner en disant oui, mais moi, j'ai pas eu de chance, etc. Vous savez, donc vous pouvez. Après, encore une fois, on n'est pas là pour vous dire de faire des cours à 100%. Tristan n'est pas encore professeur chez nous, hein, donc c'est même pas dans son intérêt de dire ça. Mais juste ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'on vous pose les faits. Tristan vous a expliqué mathématiquement parlant qu'est-ce que ça représentait un cours, qu'est-ce que ça vous rapportait. Donc après, c'est à vous de l'interpréter comme vous voulez. Ce qu'on vous dit juste, c'est aujourd'hui, si vous êtes en prépa, prendre des cours particuliers, c'est une bonne chose pour vous, pour vos résultats. Si vous pouvez le faire, faites-le, c'est tout. Voilà. Nous, on n'est pas là non plus hein, pour forcer à prendre des cours. Il vous explique ses solutions à lui, son cas à lui, comment il a fait. Et soit c'est inspirant pour vous, soit ça l'est pas. Après, ça, c'est... Question, je pense, qui beaucoup d'étudiants se posent. La personne qui t'a donné des cours, autant d'heures de cours, comment tu lui as expliqué que tu allais refaire une année pour avoir HEC et tu veux pas laisser l'école dans laquelle il est? On le voit beaucoup quand on passe les oraux, l'école dans laquelle on est, c'est toujours la meilleure. On entend souvent la phrase HEC, c'est surcoté. C'est peut-être pas complètement faux d'ailleurs,
Donc il a forcément plutôt mal réagi. Enfin, mal réagi, il n'y a pas eu de froid ou d'insulte ou quoi que ce soit. Mais L'incompréhension. ouais, c'était une prise de... Ouais, c'est un peu comme les profs. Enfin, objectivement, c'est une prise de risque. Ça, personne ne peut le nier. Mais ça, on peut comprendre. Mm. Enfin, ça, c'est. Même moi, Oui, vu que je suis face à toi, je me dis, mais pourquoi, tu vois? Donc, en soi, leur réaction, elle est normale. Même tes professeurs, elle est leur réaction, complètement elle est normale. normale. Mais. Ok. Bon, bah, s'il a pas trop mal réagi, tant mieux. Et du coup, est-ce qu'il va encore t'aider cette année ou pas? Je suis passé de 1 à 17 en maths entre la fin de la deuxième année et ce début de quatrième année, enfin, au concours. Donc, pour gagner 3 points, peut-être marginalement, si jamais j'en ai vraiment besoin, juste avant les écrits, que je suis pas très confiant, etc. Mais je pense pas, je pense plus donner des cours cette année que prendre des cours. C'est sûr qu'en donnant des cours, tu pourras aussi t'entraîner. Oui, bah, ça force Ouais. à connaître par cœur, hein, ça c'est Ouais. sûr. Maintenant, revenons sur un sujet qui intéresse tout le monde. Enfin, tout le monde, ceux qui font ESH. Mm. Donc, tu m'as dit que tu avais eu 18 en ESH, pour HEC, Ouais. 15 à l'oral. Comment est-ce que tu travailles le SH? Qu'est-ce qui fait que tu as eu 18 ans en ESH? Le SH, c'est complètement différent de l'HGG en termes de contenu du programme. Pour l'HGG, vous avez un manuel qui s'appelle le Bréal. Vous en avez 2 énormes pour la première année. Pareil pour la deuxième année, ça fait 4. L'économie, c'est délimité très nettement. Il y a ça à savoir et pas le reste. Donc, c'est un seul manuel. À partir de ça, on peut beaucoup plus facilement ficher ce manuel. Et moi, j'ai fait l'erreur en cours d'économie de me dire, je vais payer un prof qui a été à l'ESCP et je vais l'écouter parler pendant 1 heure et ça va faire que je vais progresser. En fait, j'étais affalé sur mon lit, j'écoutais comme ça. Autant regarder une vidéo et ne pas payer un cours particulier si c'est pour faire ça. L'intérêt en éco, c'est de faire des cols. Et ça, on n'en a fait que très tardivement. Et moi, ce que j'ai demandé à mon prof d'éco, et ça rejoint ce que tu disais il y a 10 minutes, c'est de déléguer, d'externaliser, on dirait en économie, les fiches Anki. Les fiches Anki, elles seront beaucoup mieux faites par quelqu'un qui a eu 18, 19, 20, qui a déjà fait les concours, etc., que par toi qui, si tu devais passer les concours aujourd'hui, aurait 10. Donc, ma progression en éco, elle s'est faite sur 3 mois. Lorsque j'ai dit, là, j'ai pas le niveau, j'ai 10 à chaque DS, c'est pas normal, dans toutes les matières, je progresse, sauf en éco. Donc, voilà, je te file 500 euros, tu me fais un éco, un Anki en éco entier, et je la prends, et la progression, elle a été fulgurante. Parce que ce qui est intéressant dans Anki, c'est le fait qu'on est obligé de restituer les connaissances. Et donc là, tout était appris par cœur, tout était maîtrisé. Et donc, Anki en éco, c'est exceptionnel. La deuxième chose en éco qui est vraiment sous-estimée, c'est la microéconomie. La microéconomie, c'est 10% à peu près du programme. C'est un chapitre sur 12, sur les 12 qu'on a en tout. Et c'est négligé parce que c'est des graphiques, donc on a l'impression que c'est compliqué, c'est mathématique, surtout par ceux qui font maths appliquées. Mais dans toutes les copies qui ont 18, 19, 20, il n'y a que des graphiques. Enfin, il n'y a pas que des graphiques, mais sur le Il sujet... y en a, quoi. Il y en a au moins 3, 4. Moi, j'en ai fait 5 même sur HEC. Et il ne faut pas hésiter, aussi autre chose, à utiliser des couleurs différentes dans vos copies pour faire des graphiques. Vous avez un livre, je peux le citer, ça, les 50, en plus, l'écrivain, enfin l'auteur vient de Nancy, de ma prépa, donc je peux d'autant plus le citer. 50 graphiques en micro et macroéconomie. Et ça va vous donner de la place, ça prend de la place, un graphique, mais c'est rapide à faire, c'est plus rapide que d'écrire. Ça va vous permettre de passer de 15 à 17 sans passer énormément de temps, ce qui, en apprenant juste du texte, serait beaucoup plus long. Je pense que c'est plus facile d'apprendre un graphique presque que. Ah, c'est visuel. Après, l'inconvénient, c'est que à l'écrit, ça passe de l'apprendre sans rien comprendre. À l'oral, on voit le jury derrière on dessine, on est obligé de parler, etc. Donc, il faut quand même, entre les écrits et les oraux, comprendre le graphique, mais c'est pas très compliqué. Et ils vont pas. Il y a des choses qu'on nous demande des fois en prépa, qu'on nous demande que en prépa, qu'on nous demande jamais en concours. Mais bon, après, on rentre dans des détails.
Et donc, oui, savoir faire de la microéconomie, à HEC, vous aurez une question de microéconomie. Vous aurez à faire un graphique. Pareil à l'ESCP, on vous demandera comment un consommateur fait-il pour choisir entre deux produits. Et vous devrez dessiner la courbe, etc. Et vous passerez de 15 à 17, même plus, parce que la majorité même de ceux à HEC ne savent pas le faire. Oui, si en soi 10% des préparationnaires, même pas, font des graphiques, derrière les professeurs, ils se disent direct, ok, bah lui il est différent, on l'augmente. Donc non. Ok, bah, merci pour ces conseils. Pour revenir sur peut-être les maths rapidement, toi qui es passé quand même de 1 à 17, qu'est-ce qui a changé à part les cours particuliers? Parce que bon, forcément que ça t'a aidé. Oui. Mais justement, ceux qui ne peuvent pas prendre des cours particuliers, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? Ou même toi, ton travail personnel, hein, outre les cours particuliers, comment tu as fait en gros? C'est complètement contre-productif de prendre des cours particuliers si des gens ne maîtrisent pas toutes les formules par cœur. C'est pas très long, surtout en mathématiques appliquées, un peu plus en approfondi. Et ça, vous pouvez mettre sur Anki. Et moi, on m'a donné un Anki fait par quelqu'un qui est en maths appli. Et je l'ai utilisé les 3 derniers mois. Je ne l'avais pas avant. On me l'a donné. Et je maîtrisais une formule sur deux et puis je maîtrisais 100% des formules. Ça vous permet de tout maîtriser par cœur instinctivement comme ça plutôt que de faire juste des annales. Donc d'abord maîtriser toutes les formules avec Anki et ensuite commencer à travailler les maths. Mais seulement après. Sinon, ça sert à rien. Et donc vous pouvez demander, je pense que je pourrais vous fournir, si vous n'avez pas, de Anki de mathématiques. Et l'avantage, c'est que c'est écrit, parce qu'il y a deux types de Anki de mathématiques. Il y a les Anki de mathématiques, quelqu'un qui prend une vieille photo au-dessus de son cours, je sais pas quoi, c'est pas très beau, ça donne pas envie. Et puis, il y a quand tu tapes toutes les formules à la main sur l'ordinateur. Et c'est ce que j'ai, enfin, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'ai. Et donc, c'est vraiment agréable à lire, c'est simple, c'est clair, c'est précis, c'est bien rangé. Pareil pour Python, encore plus pour Python. Et là, c'est des points facilement gagnés. Ceux qui veulent avoir accès au Anki, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur Instagram ou même en réponse en commentaire à cette vidéo YouTube. On verra ce qu'on peut faire pour vous. Pareil en ESH d'ailleurs, hein, ceux qui veulent du contenu, pareil dans toutes les matières en fait, n'hésitez pas à nous écrire. On est vraiment là pour ça, on a plein de contenu qui est disponible pour vous gratuitement également. On a des conférences également qui sont organisées et qui vont arriver très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire et à vous inscrire aussi en venant vers nous et à poser toutes vos questions directement sur les réseaux. Est-ce que Tristan, tu as quelque chose à rajouter? Franchement, c'était vraiment un très très bon podcast. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que tu voulais aborder ou... Ouais, je rajouterais bien quelque chose. C'est que j'en ai parlé à ma classe, mais on peut étendre ça à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, nous écoutent. C'est que juste après les écrits, c'est le moment où sur l'ensemble de la prépa, on travaille le moins parce qu'on n'a pas envie de travailler. Et donc c'est le moment où je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, puisque si les autres ne travaillent pas, il y a un gap entre ce qu'on peut faire et ce que les autres font. Et donc j'organise un séjour à Vienne chez les mêmes profs qui m'ont accueilli pendant toute cette année. Chaque vacances, donc j'y suis allé pendant 20 semaines en tout, c'est beaucoup. Et donc je suis en train d'organiser ça. Et si vous voulez en faire partie, bon, faut pas être 100, mais s'il y en a quelques-uns qui veulent venir, ça peut être intéressant. Et vraiment, ça reviendrait au même prix que si c'était en France, logement et nourriture inclus. Ok. Bon ben, merci pour ça. Je pense qu'il y en a peut-être qui seront intéressés. Et c'est bien d'avoir pu le partager également. Écoutez, merci de votre écoute. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Très important pour nous, pour notre croissance également. Et pour continuer surtout à faire ce type d'interview, ce type de podcast qui aujourd'hui et particulièrement aujourd'hui a été intéressant et sera intéressant pour vous. Voilà, c'était Valentin et Tristan pour Virage Prépa. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.